Découverte, partage, amour, bienveillance et respect, c'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie. Bonjour, bienvenue sur Radio Shalom 94.8 dans l'émission C'était pas prévu au programme. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle car nous recevons une personne exceptionnelle. Je suis bien évidemment avec mon oxygène, mademoiselle Maggie. Bonjour Marc, comment vas-tu? Très très bien. Et aujourd'hui, nous recevons une personne qui a des très jolis yeux. Je ne les avais pas vus de près. Voilà, il faut faire il faut mignon, flatter les invités. Ouais, surtout quand elles sont féminines. Exactement. Et nous avons la chance de recevoir en direct d'Israël qui est venu pour Paris juste pour nous. Mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui, on a vraiment le meilleur jour, nous. Hein. Voilà, Valérie Abécassis, bonjour. Merci, c'est vraiment gentil. C'est vrai qu'on s'était vu par écran interposé. Merci de me recevoir. Merci Valérie, on est content parce qu'en fait, sans faire exprès, on a validé cette date, mais aujourd'hui, c'est la sortie de votre livre, Place des otages. Un livre merveilleux dont on va parler. En général, l'émission est une émission très rigolote. On aime bien poser des questions un peu rigolotes, on se marre, on fait connaissance avec nos invités. Mais franchement, on a lu ce livre en long, en large. Toi, tu l'as lu, moi j'ai été honnête, je n'ai pas eu le temps. Oui, tout à fait. Mais moi, je me suis plongée dedans. Valérie, vous êtes une journaliste. Je m'excuse, je suis un peu essoufflée parce que je me suis dépêchée et je suis très contente de la recevoir. Vous êtes une journaliste, vous avez travaillé pour le magazine Elle et très vite, lorsque vous vous êtes installée en Israël, vous avez animé le magazine Culture qu'on ne présente même plus sur I24 News. Vous êtes également l'auteur, entre autres, d'un livre qui s'appelle L'histoire de l'art dans la cuisine. Et nous, on aime bien parce qu'on est des fins gourmets. Vous savez que Marc travaille à Rungis. Donc, c'est le genre de... Il a parlé des pommes de terre déjà, je me suis dit, oh là là. Exactement, c'est le genre de livre qu'on aime. Et vous êtes avec nous aujourd'hui donc, pour votre livre Place des otages. Un récit qui sent vraiment le vécu. Pogrom du 7 octobre 2023 et ses suites. Un regard très personnel et très féminin. Alors ça, je vous le dis parce que c'est ce que j'ai ressenti en le lisant. Très féminin, je trouve, sur Israël, sur la France, bien évidemment, la guerre, le choc, la tragédie. Valérie, à travers ce livre, vous témoignez. Et vous témoignez très bien. Vous avez été là où la mort et le chaos ont rôdé pendant des mois et rôdent encore. Vous avez arpenté les lieux de cette tragédie et de ces tragédies dans tous les endroits. Le massacre. Vous avez été vraiment partout, et même sur la place des otages, c'est pour ça qu'on va en parler. Et là où les familles et le peuple se réunissent et manifestent tous ensemble, tous les jours, tous les mardis particulièrement, le samedi soir également. Mais vous avez aussi voulu nous transmettre vos interrogations personnelles, la politique, la religion, le militantisme, la propagande et surtout l'attente. L'attente de ceux et celles qui ne reviendront peut-être jamais. On a plongé, en tout cas moi j'ai plongé avec vous dans votre récit et j'ai été jusqu'au bout. Je l'ai lu. Au départ, vous savez, il y a beaucoup de livres et ça je ne vais pas vous mentir parce que vous êtes vous-même une journaliste. Moi je ne le suis pas, je suis animatrice. Mais souvent on dit qu'on lit des livres en diagonale. Vous savez, parce que moi des fois je dois lire 10 livres par semaine. Bien sûr. Je ne l'ai pas lu en diagonale. Au début j'ai dit bon, je vais voir comment. Et puis en fait j'ai dit à Marc hier soir et ce matin, parce que j'ai fini de le lire hier soir, j'ai dit à Marc, waouh. Franchement, oui, c'est ce qu'on me dit. On me dit que quand on rentre dedans, on ne peut plus le lâcher. Vraiment, on ne peut plus le lâcher. Donc, je suis très contente que vous soyez là. Je sais que Marc aussi, parce qu'il vous apprécie beaucoup. Et moi, j'ai envie de prendre Ava, votre petite fille, comme fil conducteur de notre échange. Parce que je trouve que personnellement, elle a été très présente, même si vous la citez plus au début et à la fin. Mais je la sens très présente dans toute l'écriture de votre livre, parce que je suis moi-même grand-mère. Et je sais et je comprends... tous vos mots MAX et tous vos mots MONT, j'allais dire MOTS. Voilà, parce que Ava, elle va grandir avec ce traumatisme. Donc, j'ai commencé par Ava, parce que c'est avec elle que vous avez ouvert ce livre. Je vous laisse nous dire... Oui, ça me donne envie de pleurer parce que je ne l'ai pas vue depuis un moment. Elle a fêté ses 10 ans avant-hier et je lui avais promis la journée du oui. Ouais. Et je lui ai dit, comme je ne suis pas là, je te ferai une journée du oui et demi lorsque je reviendrai à Tel Aviv. En fait, comme toutes les familles, le vendredi soir, ma fille et ma petite fille viennent dîner à la maison. Ma petite fille dort. Voilà. Donc, il est 6h30, 7h30 en France. On est réveillés au son d'une sirène. Et Ava et moi, on n'a pas compris ce qui se passait. C'est ce que j'explique. Vraiment, on n'a pas compris. C'est pas qu'on avait rien, on n'a rien. Il y avait des alertes au mois de mai, il y a des alertes tout le temps. Depuis, moi, je vis dans les deux pays. Le nombre de fois où on a tous vécu ces alertes à Tel Aviv. Mais là, je ne sais pas pourquoi, plus c'était fête, on célébrait, on honorait, on va dire, les 50 ans de la guerre du Kippour. Il y a la sirène. Et donc, on s'est levés toutes les deux. Il faisait chaud, donc on a pris le t-shirt, un slip, un machin, un truc. On est descendu au premier étage, parce que moi, j'habite dans un quartier un peu
branlant, on va dire, très à la mode, mais très branlant. Et voilà. Et j'étais avec cette petite, avec sa peau si blanche, dans cette pénombre, on n'a pas allumé la lumière, on s'est pas dit un mot. J'ai tenu la main comme ça. Et ensuite, on est remonté, on a essayé de se recoucher. Il y a eu une deuxième alerte, une troisième, une quatrième. Et ça a commencé. Cette journée horrible, ce massacre horrible a commencé. Et c'est vrai qu'Ava, ma préoccupation première, elle est si douce, elle est si mignonne, elle est si délicate. Je me dis, mais pourquoi elle grandit comme ça ? Pourquoi ? Elle est née en Israël. Ça va être ça, sa vie. Et c'est vrai, vous avez raison de le noter, c'est elle, mon fil conducteur. Et c'est vrai que je me suis posé des questions aussi. Je n'ai pas été honorable tout le temps. Je me suis dit, mais moi, je veux rentrer à Paris. Mais mes amis m'ont dit, on te paye un billet, tu rentres tout de suite. Ça, c'était le premier jour. Ouais. Voilà, à partir du moment où Ava était protégée dans un appartement avec un mamad, un miklat, un abri, et avec son père, en l'occurrence, qui était venu exprès pour la protéger, et faire du volontariat. Là, j'ai pu commencer à respirer. En 2 jours, c'était plié. Je suis restée là avec elle. Et je finis avec elle. Exactement. Et c'est ça, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et alors, on va un petit peu décortiquer, mais moi, c'est des passages dont on va parler ensemble, parce qu'on va pas tout dévoiler. Parce que les cours, il fait 200 pages, parce que je l'ai chapitré, en fait. Parce que il se lit facilement. C'est pas un livre politique, c'est pas un livre, c'est un livre qui raconte par chapitre tout ce que j'ai vécu. Et c'est un livre qui donne à voir ce que vous, en France, vous avez su, lu, vu, surtout vous, les Juifs. Exactement. Mais qui n'avaient pas vécu. Et moi, je donne des détails, je raconte. Voilà, ce désarroi, mais par des petits détails vestimentaires, des situations absurdes. En fait, c'est même pas absurde, c'est vos détails à vous. Oui, et c'est ça qui est important, c'est avec vos yeux à vous, avec votre cœur, avec là où vous vous trouviez au moment où vous vous trouviez. Enfin, c'est pour ça que c'est joli. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le côté féminin, moi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup ressenti ça. On va en parler tout à l'heure. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a plu dès le départ. Parce que c'est marrant, vous faites c'est pas des comparaisons, mais vous inventez des choses que j'aime bien. Par exemple, quand vous parlez en fait, une réflexion sur le almost, le presque. Alors, je t'explique, Marc. En fait, elle a tout un petit chapitre où elle dit, c'est intéressant en Israël parce que c'est le pays du presque. Israël, c'est le presque pays en paix, le presque pays avec des frontières presque définies, une démocratie presque exemplaire. J'ai adoré ça. Merci. Non, mais c'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement vrai. J'ai trouvé que ce mot almost, il allait complètement dans la définition d'Israël. C'est ce que je dis. Je voulais à l'origine, s'il n'y avait pas eu la guerre, j'aurais fait un livre, almost, avec mes expériences. Ouais. Voilà. Et c'est ça pourrait être un livre, d'ailleurs, c'est vrai. Et je le dis dans le livre, que ce soit la rénovation d'immeubles ou les accords d'Oslo, quoique les accords d'Oslo, c'est pas vraiment de la faute d'Israéliens, mais bon. Ouais. Mais je fais exprès de faire deux associations. Tout est presque. Même le 7 octobre, la Défense, elle était presque prête. Elle était rien du tout, en réalité. Mais quand même, c'est pas vrai. Il y a eu des bataillons, il y a eu des gens, mais c'était pas ça. Voilà. Maintenant, ils se sont remis en ordre de bataille. Mais c'est vrai que c'est un pays almost, même la langue, même nos relations, même le fait de se penser israélien, même le fait de se penser intégré, même le fait de tout est presque. Et je me suis demandé. Enfin, je ne sais pas, il faudrait demander à des rabbins ou des exégètes, mais s'il n'y a pas cette notion, vous savez, on finit pas une maison, c'est un péché d'orgueil. C'est ça aussi. Ouais, quand on est proche des Juifs, il faut pas oublier que c'est un pays jeune. Hein. Voilà, un État juif. Un État juif pour tout le monde, attention. Un État juif, mais jeune. Oui, je dis presque. Il est presque vieux, 1000 ans, mais et il est presque jeune. Qu'est-ce que c'est 1948 jusqu'à aujourd'hui? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et enfin, depuis 48, c'est la guerre, tout le temps. C'est tout ça, on l'avait oublié. Mais bien sûr, c'est vrai. Bien sûr. Mais c'est vraiment, tout à l'heure, on parlait en off de Danny Cohen. On a été à une conférence de lui lundi qui était très intéressante. Et parce que vous parliez des accords d'Oslo, il nous a montré cette fameuse photo que tout le monde connaît où on voit Arafat qui serre la main de Rabin et on voit Clinton qui est tout content devant. Et Danny, quand il a montré cette photo, il a dit, vous savez que c'est quand même là qu'on a signé le 7 octobre. Et c'était brutalement, comme c'est Danny, exactement. Mais après, il nous l'a démontré. Alors, on plonge dans ce qu'il dit aussi et on se dit, ah oui, quand même. Non, mais en 48, on a signé le 7 octobre. Vous comprenez? À partir du moment où on a existé, c'est ça en fait. Il y a eu cette déclaration. C'était, vous savez bien que 2 jours après, 14 ou 16 mai, voilà, tous les pays arabes attaquaient, donc c'est comme ça. C'est vrai. Et le 8 octobre, Valérie, vous vous posez même la question, pourquoi je ne retournerai pas en France? Mais oui. Pourquoi? La France, c'est magnifique, j'adore. Depuis que je suis là, c'est extraordinaire. Les gens ne parlent que de la pluie. Est-ce que Barnier, il est bien, il n'est pas bien? Macron, oh là là, quel salaud, quel salaud. C'est magnifique, c'est d'une légèreté. En Israël, vous le savez, nos auditeurs le savent. On est au cœur de l'essentiel. Depuis que je suis toute petite, à chaque fois que j'allais en Israël, j'étais sidérée parce qu'il y avait toujours la hamatsav. J'avais appris ce mot, la situation. Et donc, j'avais 15 ans, je ramassais des pamplemousses, des échcoliotes au kibbutz. Où est-ce que c'était
pas Hadera, à Yerouham. À 17 ans, j'ai nettoyé les rues à Hadera. Enfin bref, et à chaque fois, on parlait de la Hamatsav. On disait, ah oui, il y avait des attaques. Donc, et en France, ça n'a rien à voir. On a une chance inouïe. Je ne vous parle même pas des facilités. Donc, voilà. Maintenant, une fois qu'on est israélien, moi, je vis dans les deux pays. Ça y est, j'ai goûté à ça. Réellement, en travaillant, en étant payé en shekel, etc. C'est fini, Israël me colle à la peau. C'est fini, c'est terminé. Le 7 octobre déjà, mais Israël me colle à la peau. Et je me retrouve d'ailleurs sur des plateaux français, on va dire, je n'aime pas ce mot, mais des plateaux français, comme si j'étais la représentante du Likoud, de Bibi Netanyahou, du sionisme. Voilà, c'est à partir du moment où on est israélien ou qu'on parle d'Israël en positif, on est une extrême droite. Mais c'est même pas positif, Marc. C'est juste donner des faits. C'est vrai. Alors, on va continuer parce qu'il y a la pub et sans pub. Il n'y a pas de Radio Shalom. Voilà. On revient tout de suite. Découverte, partage, amour, bienveillance et respect, c'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie. Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Shalom 94.8, c'était pas prévu au programme. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle car nous avons une nouvelle réalisatrice qui s'appelle Myriam. Bonjour Myriam. Hop, elle a dit mal, Elle fait un joli Bonjour sourire. Marc. Bonjour, nous avons toujours Maggie, mon oxygène. Et aujourd'hui, nous recevons l'excellente Fantastique en direct d'Israël pour nous, car c'est la sortie de son livre Place des otages. Valérie Abekassis, rebonjour. Bonjour Valérie. Merci à tous les deux. Alors, on continue un peu sur ce décryptage un peu de votre livre. Alors, c'est vrai que dès le 8 octobre, très rapidement, quelques jours après, vous vous êtes retrouvés mélangés avec toutes ces familles, tout le peuple qui a cherché, je pense, un réconfort pour être ensemble sur cette place des otages. Et moi, pour vous avoir vu, Marc aussi, et on est nombreux à vous avoir vu, vous nous avez bouleversés. Moi, je me rappelle de vos larmes. Vous avez au début. Alors après, on sent que c'est marrant parce qu'on sent que les larmes, elles sont retenues et que vous vous dites, bon, il faut que je sois forte. Il faut que je... Non, c'est pas ça. Non, vous avez raison. Parce qu'après, c'était les négociations. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les 3 derniers mois avant la libération de Noah et des autres, c'était les négociations. Et au bout d'un moment, tous les jours, vous allez à la place des otages. Tous les jours, vous dites la même chose. Et on a envoyé Bill Burns, c'est David Barnea, et au Qatar, etc. Et tous les jours, on attendait quelque chose. Donc là, il y avait quelque chose de systématique. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand je me suis retrouvée là, d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de pleurer? Vous savez que vous avez vu les scènes qu'on a vues. Il y a quelque chose qui m'a fait du bien, personnellement, sans parler forcément du bouquin, mais de vous, Valérie, c'est de savoir que vous êtes française. Et nous, en tant que Français, même si pour certains on a la double nationalité, quand tu habites en France et que tu vois une Française qui habite en Israël et qui ressent ce que vous ressentiez, en fait, elle exprimait ce que nous, en France, on pouvait peut-être ressentir. Parce qu'un Israélien, il va ressentir du mal, il va ressentir de la peine, il n'y a même plus de mots, mais il est israélien. Et en tant que Français, c'était très difficile de se positionner. Très difficile. Oui, parce qu'on culpabilisait. Alors, et en même temps, on avait quelqu'un qui était là-bas qui disait son ressenti, brut de décoffrage, parce que personne ne s'attendait à ce qui était arrivé. En même temps, il y avait le côté journaliste qui ressortait, qui permettait d'exprimer et de mettre des mots sur... Mais vous savez que c'était nouveau pour moi. Moi, je suis passée de culture à journaliste de terrain. À journaliste de terrain. Et en allant sur le terrain avec une équipe arabe et une équipe anglaise. Oui. Donc, vous voyez, moi, j'étais aussi confrontée à cela. Mais ce que vous dites est très juste. Il faut juste préciser que moi, je suis une journaliste de Tel Aviv, une bobo. Je ne parle pas au nom des gens qui sont à Netanyah, je ne vous parle même pas maintenant des gens qui sont à Haïfa, ni non plus des francophones qui sont à Sderot ou qui étaient à Ofakim, qui ont, eux, comme vous dites, sont des francophones, des Israéliens francophones qui ont une autre vision. Moi, je suis tombée dans la terreur, dans l'effroi, parce que, et ça reste encore maintenant, c'est impensable ce qui est arrivé à Israël. C'est impensable. Impensable, et les gens n'arrivent pas à le penser. Non. En revanche, là où ils sont très efficaces, c'est que, vous savez, après la Shoah, il a fallu pas mal d'années avant que les survivants puissent parler, pas mal d'années avant qu'on l'entende, pas mal d'années avant que la culture, on va dire en large, s'en préoccupe, avant qu'il y ait une attitude politique qui a reconnu, par exemple, en France, la responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu entendre. Là, on est à 1 an bientôt, il y a des docs, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, il y a déjà 2-3 fictions, 2-3 documents. C'est dingue. La culture s'est réappropriée. Et je pense aussi que ce monde de la culture dont je parle dans le livre, qui est traditionnellement à gauche, et vas-y, et manifeste contre Bibi, et fait des films pour dire que tout le mal qu'on pense du pays. Bon, une autre émission, je vous donnerai mon point de vue là-dessus. Ces gens-là, ils ne peuvent pas faire autre chose que de faire des films, parce que là, je pense, pour une large majorité, ils sont
atomisée, déboussolée, cette fameuse gauche. C'est une thérapie, finalement. Je sais pas. En tout cas, il n'y a pas d'autre choix. Oui, mais il n'y a pas d'autre choix, mais finalement, ça sera peut-être une thérapie pour eux, je sais pas, c'est vraiment bon, je sais pas. Mais vous savez, vendredi dernier, le CRIF m'a demandé de lire un texte de la maman d'Eden Yerushalmi. Oui. Je n'avais pas vu depuis que je suis à Paris les portraits de nos otages. Oui. Je les avais pas vus parce qu'on les voit pas ici. Non. Je les ai revus, j'ai vu ces gens, ces portraits, et vous vous mettez à pleurer instantanément. Mais en fait, je comprends. Instantanément. C'est pour ça que quand je dis... Ils sont encore là-bas. Oui. Il y a 101 personnes qui sont dans des tunnels. Il y en a peut-être 33 ou 40 qui sont mortes. C'est horrible. C'est horrible. Mais ça va faire 1 an. Moi, je disais d'ailleurs... Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que on va pas parler de ça. Et moi, j'ai l'impression, en fait, aussi, en lisant le livre, toujours, que vous avez même, vous-même, changé votre rapport avec la mort. J'ai l'impression que même ça, c'est-à-dire que vous en parlez un peu dans le livre, mais par rapport à vous, à votre personne, j'ai l'impression que le rapport à la mort, il change quand on vit des moments comme ça et quand on est complètement imbibé de la mort des autres autour de soi et en plus concerné parce que c'est notre peuple, on a mal dans notre chair. Comme je disais, vous avez une petite fille, c'est d'elle dont vous parlez dès le départ et c'est avec elle que vous allez finir votre livre. On sent que ce livre, il est pour elle, pour qu'elle comprenne peut-être des choses plus tard, pour montrer que... Et je trouve que le rapport à la mort, il change. Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, c'est-à-dire que... Moi, je ne vais pas dans les enterrements, ça m'angoisse. Oui. Voilà. Donc, on est deux, alors. On est 3 même. Et j'ai une espèce de... Oui, j'ai une trouille colossale. Et d'ailleurs, le chapitre où je me retrouve à la morgue, où il y a des alertes, je suis censée entrer, il y a un abri évidemment, un petit bloc, un cube de béton, avec toutes ces familles, avec des petits objets, en se demandant, est-ce que dans le sac blanc qui est derrière, il n'y aurait pas mon fils, ma fille, mon oncle, mon cousin ? Je ne suis pas entrée dans l'abri avec eux. C'était suffocant, cette mort. C'est terrible, c'est pas chez de l'anxiété, il faudrait que je fasse une analyse un jour. Non, voilà, donc j'ai effectivement changé mon rapport à la mort. La mort est partout. Ouais, moi, je pense que c'est juste... Elle était partout. Partout. Le nombre d'enterrements, le nombre de... Mon voisin, tout le monde. Alexandre, un des 6 qui est mort, là, qui a été abattu comme un chien. Il laisse une femme qui était enceinte de 5 mois. La mort, comprenez. La mort, ça va être difficile de se... Ce que je raconte dans le livre aussi, si vous voulez, c'est ces chapitres-là. Et en même temps, je ramène à la culture israélienne, à la société israélienne, parce que c'était une façon pour moi d'expliquer des choses aussi. Non, mais je trouve que vous balayez énormément de sujets quotidiens en Israël. C'est pour ça que c'est très joli, que c'est facile à lire, parce que, évidemment, on parle de la place des otages, on parle de tout ce qui s'est passé, de toutes ces tragédies, mais en même temps, on fait connaissance avec plein de choses, avec les gens, avec la politique, avec effectivement la culture, avec les villes. Il y a plein de noms de villes qu'on ne connaît pas, en fait, parce que ils ont été touchés dans... Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas, les kibboutz, etc. C'est pas des... Tu veux dire quelque chose, Marc? J'ai une question... par rapport à tout ce que vous avez vécu et par rapport au livre. Alors, je ne vais pas parler du livre en lui-même, parce que je n'aime pas parler d'un livre que je n'ai pas lu. Mais Valérie, je sais que ce week-end, il va... Bah oui, parce qu'on avait un livre pour 2, donc c'était un peu compliqué et j'étais pas là en plus cette semaine. Mais moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce qui se passe aujourd'hui à l'ONU, j'en parlais en off avec Valérie, j'ai plus de mots. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas les convaincre, mais pour essayer de faire changer l'opinion, juste pour qu'ils réalisent ce qui s'est passé? Parce que j'ai l'impression... Alors en France, j'en parle même pas, mais quand on parle avec eux, qui ne réalisent pas du tout ce qui s'est passé pour nous. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous l'avez vécu de l'intérieur. C'est pour ça que j'ai arrêté le livre à la libération de Noah et à Karim Khan avec la cour pénale. Qu'est-ce qu'on peut... Rien, Marc, rien. Voilà, elle dit comme Danny Cohen. Il n'y a rien à faire. Israël La existe. solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution, parce que dans le fond, alors, est-ce que... c'est besoin d'être aimé, besoin de reconnu, besoin d'empathie. L'histoire, à un moment donné, verra que cette période-là de l'époque, les arrière-petits-enfants de ma petite fille diront tiens, c'est drôle, cette époque était totalement aveuglée. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas ce que dit Dany. Dany, il a des opinions quand même très à droite. C'est pas ça. Israël existe. Israël se défend. Tsahal, c'est une armée de défense, c'est pas une armée d'attaque. Israël, les data, les données, l'argent, le commerce fonctionnent. A priori, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est dingue quand même. Il y a aussi quelque chose que j'ai aimé. Donc évidemment, vous parlez... Et la loi. Oui. Il y a la loi aussi. Et Israël, c'est le premier pays à s'interroger lui-même. Ne croyez pas que tout va se passer comme ça. Il va y avoir des enquêtes. Et Netanyahou va être lui aussi soumis à une enquête. Mais bien sûr. Et le Yamam et le 8-2 dont le boss a démissionné. Donc vraiment, faites confiance aux Israéliens.
Ouais. Ils sont là pour Ils ça. sont presque partout. Bien sûr, presque. Bon, Presque. les bébés, Nova Festival, tout. On va pas reparler de ça, mais il y a souvent, vous savez ce qu'on entend. On a le droit de se défendre, mais. Le mai, exactement. Qu'est-ce que vous dites, vous, de ce mai? Moi, ce mai, il m'énerve. Il y a tout un chapitre sur Oui, le mai. je Ça sais, répond mais- d'ailleurs d'une certaine façon à la question, ouais. de Marc. C'est-à-dire qu'effectivement, le 8, tout le monde disait « Ah, mais oui, et Israël, etc. » Mais même maintenant, avec le Liban. Et puis, il y a le mai. Parfois, il n'y a pas le mai, il y a juste un blanc. Ouais, Mais- c'est pire. C'est-à-dire qu'en fait, ici, en France, comme en Occident, à part l'Ukraine, les malheureux, c'est des pays qui ne sont pas en guerre. La guerre, c'est horrible, ça tue. Je rappelle que, je sais pas, les Alliés, ils ont rasé le Havre, ok. Ils ont, bon, ben voilà. Ils ont la rasé guerre. l'Allemagne. La guerre, c'est horrible. Donc, ce mai-là, c'est un mai d'émotion. Les gens sont soumis à l'émotion. C'est vrai que voir des enfants mourir, quel que soit du côté de la frontière, de voir des familles entières décimées, de voir tous ces morts, c'est horrible. Et donc, le mai, il est là pour apaiser, j'imagine, l'émotion de ces gens. Mais il n'y a pas de mai, c'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de mai. Puis arrivent les premières libérations d'otages. Et il y a un mot que j'ai retenu aussi dans le livre. Vous parlez de liste. Parce que ce mot liste, il vous interpelle. J'ai l'impression. Quand je vous parle, c'est-à-dire c'est mon sentiment de lecture. C'est important parce que des fois, on dit non, il faut aller dans. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. J'ai trouvé que ce mot liste, il était très fort. Parce que vous parlez, une liste, et on pense à la liste Schindler. Évidemment. Et quand on vous donne une liste, on vous dit on va recevoir la liste des otages libérés. Mais c'est horrible, en fait. C'était horrible. Pourquoi eux? Pourquoi pas un autre? Pourquoi et ça? Alors, je ne sais pas quand vous l'avez écrit, si vous ressentez, mais moi, ce petit passage sur les listes, il m'a bouleversée. Je me suis... J'ai dit, mais oui, c'est vrai, les listes, finalement, elles nous font peur, les listes, parce qu'en fait, on est dans l'attente de voir qui va être dans la liste. Et sur quels critères? Et sur quels critères? Et en fait, moi, j'étais à ce moment-là dans un hôtel à côté de la mer Morte, qui sont censés être ces beaux hôtels où vont les touristes français notamment. Là, il y avait tous les évacués de Berry. La situation était dingue parce qu'ils étaient en train de suivre à la télévision, en direct, en attendant la libération, tout ce qu'ils avaient déjà vécu. Donc, ils étaient... Et je l'explique, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces Israéliens? Ils sont fous. Au lieu d'être dans leur chambre en train de pleurer ou à la piscine, ils sont assis devant la télé à revoir comment on a brûlé leur kibbutz, comment on a tué les là. Voilà. Et donc, cette liste, je me suis dit, mais qui ont choisi? C'est Bibi qui donne de nom? Est-ce que quand on a gueulé à la Knesset pour essayer de faire libérer mon fils ou ma fille, alors on est banni de la liste? C'était terrible, cette liste. Et effectivement, vous savez, la Shoah, on l'a lue, on l'a apprise, on l'a transmise, on l'a étudiée, on a vu des docs, des films, mais ce n'était pas contemporain. Ouais. Là, le 7 octobre, c'était contemporain. Donc, ça fait un double écho, et c'est vrai, vous l'avez très bien vu, la liste, c'était ça. Je me suis dit, mais c'est quoi une liste? C'est horrible, c'est vrai. Alors, on fait encore une fois une petite pause, non pas pour la pub, mais parce que nous avons notre ami Pierre Gandus qui va nous faire le flash info, et on revient juste après. À tout de suite. Découverte, partage, amour, bienveillance et respect, c'est tout ça, l'esprit de Marc et Maggie. Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Shalom. Nous sommes aujourd'hui avec une invitée exceptionnelle. Alors, il y a bien sûr mon oxygène Maggie, il y a Myriam. Ah, on a même des on a des petits trucs bizarres dans le micro. Mais c'est normal, on est en direct. C'est ce qui prouve qu'on est en direct. Bah oui, exactement. Il y a Myriam, notre nouvelle réalisatrice. Après le Flash international de Pierre, nous recevons aujourd'hui la journaliste, l'écrivain et surtout une jeune femme pleine de dynamisme qui vient en direct d'Israël. J'ai nommé Valérie Abécassis. Bravo Valérie, encore Merci. une fois, pour votre livre. Vraiment, on continue d'en parler parce que c'est un très beau livre. Vraiment, je vous invite à aller l'acheter. Bah oui, en fait, oui. Alors, bizarrement, il fait du bien. Oui, parce que alors vous dites par moments, on sourit parce que c'est fou. Ouais. C'est fou ce qu'on a vécu. Ouais. C'est fou. Ouais. Quand je raconte... sur la mémoire, par exemple, ma visite chez ce peintre qui a été tellement terrorisé par Hitler quand il était petit, il entendait avec ses parents qui sont partis dans les camps, qui ne peut pas faire autrement que de s'habiller en Hitler. Et donc, j'étais pantoise. Vraiment, je ne savais pas comment faire avec ce monsieur. Et donc, c'est une façon pour moi de parler du rapport aussi à la mémoire. Comment, sur cette place des otages, assez vite, la douleur a laissé place à une espèce de Barnum, voilà, avec la table, elle était exceptionnelle, mais il y a une installation vidéo, avec des gens qui viennent, ils mettent un casque, ils s'asseyent et ils revivent le 7 octobre, mais sans ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'on va? Le fameux tunnel, pas le tunnel, le truc, voilà. C'est horrible. Moi, à chaque fois que j'y vais, en plus je le refais, c'est débile, on rentre dans le... Oui. Alors, moi, j'ai pas fait tout ça, mais ça m'a fait penser à une phrase que m'avait dit Marceline Loridan. J'avais couvert à un moment donné un documentaire sur un concours de beauté des survivantes d'Auschwitz en Israël.
J'ai dit à Marceline, quand même, c'est chaud, un concours de beauté. Et elle m'avait dit, quand on a été à Auschwitz, on fait ce qu'on veut. Donc, je pense que quand on a été pris en otage, libéré, quand on a de la famille qui est morte, quand on est lié à 1, 2, 3, forcément, au bout de deux coups, vous connaissez quelqu'un qui est mort. Ouais. Noah Argamani est allé danser avec son père à la Nova. Ouais. OK ? Eh ben, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, exactement. Vous avez raison. Et alors là, je vais rebondir sur quelque chose. Parce que c'est la vie. Parce que c'est la vie. Et d'ailleurs, je vous rejoins, mais complètement, parce que quand la jolie, comment elle s'appelle, la petite blonde, qui est partout maintenant, qui est la première qui sort, Mia Chem, quand elle est sortie, et puis que quelques semaines après, on l'a revue toute pimpante, heureuse, elle est partie à Los Angeles, et les gens ont commencé à critiquer. Ah oui, elle a des beaux ongles. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et nana, elle a oublié. Et moi, je me suis dit, mais bon sang, c'est pas possible. Cette petite, elle a le droit de faire ce qu'elle a envie. Je vous assure que je me suis dit ça. Je dis, mais elle fait ce qu'elle veut. Elle était devant la mort pendant 50 jours. Vous savez que je l'ai vue dans un salon de... Comment ça s'appelle ? Les ongles, là. Elle avait encore son masque, son bandage. Son bandage, son plâtre. Elle est maigrissime, elle est hagarde, et on ne sait pas ce qu'elle a vécu, parce qu'elle est peut-être là avec son maquillage et ses ongles, mais vous ne savez pas comment elle dort la nuit, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu, vous ne savez pas ce qu'elle n'a pas dit. Exactement. Donc là, vraiment, là, il faut rester, se taire. J'ai de la chair de poule. Mais exactement. Et ça, je suis d'accord faire avec un clin d'œil à un acteur de cinéma américain. Oui. Que j'ai toujours aimé, mais qui est connu sans être connu. Tout le monde le connaît, mais personne ne connaissait vraiment son nom. Aujourd'hui, toutes les communautés juives le connaissent. C'est Michael Rapaport. Il a ouvert sa bouche. Il est venu sur la place des otages, mais sur les réseaux sociaux, il faut voir ce qu'il a fait. Extraordinaire. Mais d'ailleurs, je crois qu'il s'est fait encore plus connaître grâce à ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait le Arthur américain. C'est vrai. C'est bien parce que vous mettez de la légèreté dans l'émission. Heureusement qu'il est là. J'ai compris. C'est ça. C'est exactement ça. Alors moi, pour revenir un petit peu au regard féminin qui m'a intéressée, c'est lorsque vous avez commencé à parler du rôle des jeunes soldates. Qui étaient là le 7 octobre et qui ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ont averti. Il y en a plein. Et qu'on n'a pas écouté. Et vous dites, si ces femmes avaient été des hommes, eh ben on les aurait écoutées. Mais c'est vrai. Et c'est complètement vrai. C'est vrai. C'est complètement vrai. Oui et non, parce que je mets au 2e ou 3e chapitre ce qui s'est passé pendant la guerre du Kippour. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a un petit gars qui voit des choses, qui répond son supérieur, qui le dit. Voilà, et personne ne moufte et il n'a pas été entendu. Là, c'est un peu la même chose. Ces jeunes filles, ces guetteuses, elles ont été massacrées. J'ai été sur le lieu, massacrées. Il ne reste plus rien. Il y avait une mastodonte de sécurité. Il n'y a plus rien. Elles ont été massacrées. Elles ont été raptées. Il y en a une que l'armée a réussi à sortir, c'est Ori Megidish. Les autres, elles sont toujours dans les geôles du Hamas. Le Hamas, ces sadiques-là, ils ont sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps. On a vu, elles ont le visage tuméfié. Je me dis, mais moi, je suis cette mère. Et elles viennent, elles parlent sur la place d'otages. Je dis, mais comment on peut tenir ? Voilà. Ces filles-là, on ne les a pas entendues. Et il y a eu très rapidement tout le milieu du graphe qui s'est emparé de ça, et le milieu des féministes aussi. J'ai répondu à 2 femmes qui voulaient faire un film là-dessus, et le milieu du graphe, des graffitis, ont commencé à faire des dessins avec ces filles, en les mettant avec un costume de tzahal et une moustache. Voilà. Et c'est devenu un mouvement en se disant, c'est vrai que si ça avait été des hommes, peut-être qu'on les aurait entendus. Mais c'était des petites nénettes de 19 ans. Elles faisaient comme ça dans le froid, dans la chaleur de leur centre. Et c'est monstrueux, c'est notre petite guetteuse. Et quand j'ai écrit ce chapitre-là, j'étais chez moi, je le dis dans le livre, il y avait une fête à Tel Aviv que vous ne pouvez même pas imaginer. De midi jusqu'à minuit, ils ont mis de la trance, de la musique, des trucs. Et je me dis, mais tous ces jeunes qui dansent. Et moi, j'étais en train de voir tous les portraits, de raconter l'histoire de ces petites guetteuses. C'était horrible, mais c'est en même temps la vie. Maintenant, je pense que le rapport aux femmes va changer. Et c'est marrant, c'est ce sentiment que vous avez eu, ce que vous venez de raconter. Moi, quand j'ai été justement sur le site de Reim, pour voir un peu sur place comment c'était. Je suis partie avec un groupe de Taglit, justement, que j'ai amené là-bas parce que, ils faisaient du volontariat et on avait quand même 1 ou 2 journées importantes où on devait passer du temps là-bas. Et en fait, on a... non, attends. Je continue à parler, moi. On a été là-bas, et puis alors, après, une fois qu'on a bien expliqué, qu'on a parlé, que le guide leur a expliqué, on leur a dit, on se disperse, et puis chacun se retrouve avec l'endroit, et puis chacun fait ce qu'il a envie pendant 1 demi-heure. Baladez-vous, ressentez les choses, priez, parlez-leur. Chacun devait se recueillir comme il le voulait. En fait, moi, j'ai eu un sentiment très bizarre, Valérie. J'étais très triste au départ. Elle a mis un moment, j'ai l'impression que mon esprit a quitté mon corps. Parce qu'à force de voir tous ces visages, toutes ces photos où ils sont tous souriants,
j'ai eu l'impression que j'étais pas au bon endroit. Je sais pas comment vous expliquer. J'avais l'impression d'être avec tous ces jeunes, ils étaient là. Et j'étais avec eux, et ils étaient heureux. Et très bizarre. Ça, ouais, et en fait, il y a un décalage. C'est vraiment particulier. Hein. C'est pour ça que je rejoignais un peu votre sentiment. Vous savez, c'est le rapport aussi à la mémoire. Quand il y a Yom HaZikaron, j'ai fait pas mal de sujets sur des petits dessins animés qui racontent des trajectoires terribles de jeunes soldats. Voilà. Là, c'est pareil. Je comprends ce que vous avez dû ressentir. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon d'honorer ces morts et de l'honorer aussi par la fête, par le partage, par tous les moyens possibles. Et je voulais dire aussi une dernière chose qui a été très importante pour moi, c'est qu'on parle des gens qui sont négationnistes, qui disent tout ça, ça n'a pas existé, ou on est exagéré, ou ils sont en désaccord dès qu'on parle d'Israël, mais on les attaque et on leur dit certains doivent être punis par la loi. Mais moi, je fais une aparté, parce que ça fait partie de tout ça. Quand il y a un Dominique Villepin qui est invité à la Fête de l'Humanité, qui est aujourd'hui, pour moi, c'est plus un festival, c'est devenu une honte, parce que c'est une fête pro-palestinienne, pas de la paix, et il a dit exactement que depuis 1947, le droit était bafoué. En gros, Israël n'a pas le droit d'exister, et on laisse Dominique Villepin parler tranquillement, qui est un politique français. Ce mec-là devrait être en prison. Oui, il a parlé à la fête de l'humain. Il n'a pas le droit, mais bon, il n'a pas le droit de faire ça. En hébreu, on dit kacha. Non, je ne devrais pas dire ça parce que c'est important. Ça a été épinglé. Et les gens cherchent une pantoufle, mon cher Marc. C'est vrai. Une pantoufle politique. Comme maintenant que je suis à Paris, je vois, les gens cherchent aussi un tabouret dans les médias. Donc, c'est vrai. Tout le monde vient donner son truc. Mais justement, Valérie, quel est votre rapport aujourd'hui avec vos collègues français? Alors là, je découvre ce à quoi vous avez été confrontés, c'est-à-dire l'incompréhension, alors l'empathie, mais un manque d'empathie absolu, il n'y en a pas. Et quand il y en a, c'est très touchy. J'ai beaucoup d'amis journalistes dans des médias non communautaires, on va dire, qui ont lu le livre, qui ont adoré le livre, parce qu'ils me disent, mais on n'a jamais entendu parler d'Israël comme ça, tu dis des choses fortes, c'est incroyable. Mais il faut voir, dans les gros journaux, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ici, en France, il y a aussi un point de vue... la France, c'est ce que je raconte quand je parle de Macron, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi le côté palestinien. Mais moi, si les Palestiniens, à un moment donné, avaient dit on veut, à Gaza notamment, on veut avoir un pays avec des maisons, des piscines, le Movenpick comme il y a, par exemple, à Ramallah, mais bien sûr, nous, tout ce qu'on veut, c'est que si Israël va bien et si Gaza va bien, tout le monde va bien. Exactement. C'est pas le cas. Exactement. C'est pas le cas. Exactement. Alors, on va accélérer un tout petit peu parce qu'on pourrait rester des heures. Je vais reprendre juste un mot que j'ai beaucoup aimé, les incompossibles. Ah, ça, c'est pas de moi. Hein. Ah, je sais que c'est pas de vous, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Et du coup, c'est Lanzmann, c'est Claude Lanzmann. Et du coup, ça va vous obliger à acheter le livre parce qu'il y a plein de petites choses comme ça que vous allez découvrir dans le livre de Valérie. Et je vais finir avec Ava, qui va grandir en Israël, finalement, et qui vous explique, il n'y a pas longtemps, qu'en classe, les enfants n'ont pas le droit de parler de la guerre. Donc, vous lui dites « Ah bon ? Vous n'en parlez jamais ?» Et elle vous répond « Si, à la récré. » Et vous lui dites « Et ça te fait peur ?» Et elle vous a répondu « Parfois. » Et je me suis dit, mais est-ce que je l'ai imaginé le dire, en fait ? Je l'ai imaginé le dire, cette petite fille de 10 ans. Et ça m'a bouleversée. Et je me suis dit que... Elle a 11 petits-enfants. Donc, c'est ça qui me... Parce que j'essayais de me dire, mais comment elle va grandir, cette petite fille ? Et je me mets à votre place, en fait. Et vous lui laissez finalement, à travers ce livre, vous lui laissez, vous, un très, très beau, un magnifique témoignage. Et ça, franchement, elle pourra être fière de vous. Elle apprendra beaucoup grâce à vous, ça, j'en suis sûre. Et moi, j'ai une question qui va nous ramener un petit peu à la réalité avec Ava. Qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre à Ava ? L'amour du français, la lecture, les conjugaisons, la culture française, les livres, la littérature, c'est très très important. Il ne faut pas qu'elle perde ça. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à Ava ? Je pense que c'est Ava qui va me transmettre. C'est elle qui va faire le pays. C'est elle. C'est joli ça. Mais oui, c'est elle qui va faire le pays. C'est elle qui s'engagera peut-être dans le 8-200 ou Yamam, ou peut-être qu'elle fichera rien comme dans le film dont je parle là, qui avait fait un carton en Israël. Ces 3 filles, elles ne fichent rien à l'armée, elles n'en ont rien à faire. C'est elle qui va faire le pays. C'est elle qui va le penser. J'espère qu'il y aura, quand elle sera grande, une voix de l'autre côté. De tous les côtés d'ailleurs, parce que là, il n'y a plus de juifs autour du monde arabe et ils continuent de vouloir notre destruction. Alors heureusement, ce qu'on peut dire quand même, c'est que tous ceux qui ont signé les accords d'Abraham ne les ont pas dénoncés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un espoir. Donc je pense que ma petite fille, elle va peut-être faire ce pont-là avec ces gens-là qui veulent
un islam pas modéré, ça veut rien dire, mais un islam éclairé, des sociétés normales où les gens vivent normalim, comme disent les standardim. Exactement. Ce que n'est pas Israël pour l'instant. C'est vrai. En tout cas, Valérie, merci d'être venue nous parler. Merci Marc, merci pour cette place des otages. Merci. Je vous rappelle, ça sort aujourd'hui en librairie, c'est génial. C'est aux éditions le Cerf. On a déjà reçu d'ailleurs. Je connaissais ni Dev ni d'Adam. Vraiment, je les ai appelés, il m'a dit envoyez-moi un chapitre, j'ai envoyé la signée. Ils ont bien fait, ils sont très intelligents parce que ça va être. Alors j'aimerais bien, vraiment, je vous souhaite un best-seller, vraiment parce que c'est vraiment joli. Si, achetez-le et lisez-le pendant les fêtes, c'est bien, on se recueille. Et c'est un aussi. livre écrit par une femme. Donc avec tous les féministes qui n'ont pas été féministes au bon moment, lisez-le. Le chapitre. Mais bien sûr, il y a un chapitre là-dessus. On en profite pour vous souhaiter Shana Tova parce qu'on ne sera pas là la semaine prochaine. On vous souhaite le meilleur, la douceur, la vie, la résilience comme toujours parce que nous sommes un peuple de résilients. De vie. Et de vie, exactement. Et on est unis pour la vie et on revient après Rosh Hashanah. Merci beaucoup Valérie. C'était très gentil d'être avec nous. Moi, je vais le lire ce week-end. Mais oui, voilà, tu l'as. Merci beaucoup, Mariam. Et nous, la semaine prochaine, on n'est pas là, comme je vous ai dit. La semaine d'après, on sera avec Sophie Iboura. Alors là, on change de chapitre, mais on va bien se marrer aussi. On a beaucoup de femmes. Allez, ciao, à bientôt. Shana Tova. Toda.